Bienvenue dans CIRCIR 2030, le podcast de la CFCIM, un espace d'échange au cœur des transformations économiques où regards marocains et français se rencontrent. Aujourd'hui, focus sur l'immobilier au Maroc entre accélération, innovation et attractivité. Deux invités, deux perspectives, un seul horizon 2030. Vous écoutez William Simoncelli, directeur fondateur chez Carré Immobilier et administrateur de la CFCIM, et Redouane M. Fadel, fondateur et directeur du think tank Societis. Bonjour, je suis William Simoncelli, entrepreneur dans l'immobilier, installé depuis maintenant 25 ans à Casablanca. J'ai aussi la casquette d'administrateur de la CFCIM et depuis le début de l'année de membre du bureau, président de la catégorie des services. Je suis aussi président de la French Tech Maroc et cofondateur de cette association en 2019. Et enfin, je suis administrateur du bureau France de l'ARIX. Voilà. Bonjour à tous, Redouane M. Fadel, directeur du think tank Societis et acteur de l'immobilier au Maroc, et ravi d'être là. Alors, est-ce que tu peux piocher C'est moi qui démarre ? Eh bien, je sûr. démarre. Alors... Est-ce que, Redouane Fadel, vous êtes prêt pour la première question ? Sentez-vous une appétence des investisseurs étrangers pour le marché immobilier marocain ? Sinon, comment la renforcer ? Alors, l'appétence des investisseurs étrangers pour la destination Maroc, elle est multiple, mais si vous voulez, elle se découpe, elle se caractérise par la typologie des produits de destination et d'investissement. Et puis par l'origine de ces investisseurs, personnes physiques ou personnes morales. D'une manière générale, les investisseurs étrangers investissent peu directement par l'acquisition de murs ou de fonciers, mais ils le font indirectement à travers la location d'actifs construits à leur demande ou existants sur le marché. Mais on voit aussi une recrudescence de l'appétence pour ce qui s'appelle les véhicules d'investissement type OPCI, qui permettent de mobiliser et de sortir beaucoup plus rapidement, donc c'est un peu plus liquide. Ça nécessite des fonds qui ne sont pas toujours extraordinairement élevés, et ça permet d'avoir un bon rendement. Donc, et puis alors les investisseurs étrangers, ils interviennent aussi par le biais du financement, puisque vous pouvez avoir de la détention d'actifs, vous pouvez avoir de la location d'actifs, mais vous pouvez aussi contribuer au financement de la réalisation ou du maintien de ces actifs. Donc, on voit de plus en plus d'acteurs investisseurs, type fonds, type banques étrangères, qui investissent au Maroc, parce qu'il y a là un marché dynamique, porteur, une croissance urbaine, une attractivité des infrastructures et des réseaux de mobilité, et puis surtout une industrialisation qui est aujourd'hui largement avancée. N'oublions pas aussi que la diaspora, si on peut considérer que ce sont des investisseurs étrangers, contribue à travers les flux de capitaux et les flux d'investissement grandement au maintien, au développement de l'immobilier, notamment résidentiel au Maroc. Donc, on pourrait faire beaucoup mieux. Mais effectivement, on a des investisseurs qui sont là à travers des véhicules variés, pas toujours dans la détention, mais à travers la location ou le financement. Moi, je suis complètement d'accord sur tout ce que tu dis, et je rajouterais à ça qu'on a sur un format territorial un découpage assez simple avec un axe Tanger, Rabat, Kénitra, Casablanca, qui va être un axe assez fort sur le développement industriel et de services, avec une approche un peu différente des investisseurs étrangers. On pourrait dire grossièrement qu'il y a une approche plutôt patrimoniale, capitalistique sur les zones industrielles, parce qu'on sait que les industriels ont une logique de temps long. Par contre, sur les utilisateurs d'immobilier de bureau, ils vont plutôt venir dans une démarche locative ou locatrice, comme tu le disais. Donc, il y a vraiment aujourd'hui, nous, en tout cas nous, chez Carré Immobilier, on le sent, une approche très patrimoniale de la part, et c'est d'ailleurs rassurant pour le Maroc de voir des acteurs étrangers. Je pense à l'automobile, je pense à l'aéronautique. Alors là, j'enfonce des portes ouvertes. Il y en a d'autres aussi qui sont dans l'environnement de ces grands secteurs d'activité et qui viennent
voilà, sourcer du foncier, qui sont dans l'idée même de bâtir pour une activité, j'imagine, plutôt pérenne sur une dizaine d'années. Nous, c'est ce qu'on observe. Après, je te rejoins aussi sur cette diaspora, en tout cas tous ces Marocains résidant à l'étranger qui aujourd'hui regardent certaines destinations avec un œil intéressé à l'investissement. Bon, bah, Marrakech, clairement, est la zone en ce moment qui est hyper dynamique. On le voit d'ailleurs dans la volatilité des prix à Marrakech, avec des gros projets d'investissement, surtout résidentiels. Il suffit seulement de parler du développement de la route de l'Ourika avec tous ces projets de villas, et puis dans une moindre mesure aussi, peut-être Agadir, qui fait rentrer aussi des devises au Maroc avec des investisseurs là aussi plutôt, je dirais, moins institutionnalisés, plutôt sur une activité de tourisme, quoi. Voilà. Oui, puis alors sur l'investisseur étranger, notamment sur le résidentiel, on attend effectivement aussi une évolution du cadre réglementaire, notamment par rapport à la location saisonnière, qui pourrait booster aussi l'investissement. Donc là, on est encore, je pense, à mi-chemin, mais il y a des perspectives qui sont intéressantes. Sur l'immobilier industriel et logistique dont tu parlais, on a quand même des taux de rendement et des rendements qui sont très élevés par rapport au locatif résidentiel. Et donc là, ça stimule le marché sur un temps long, parce qu'effectivement, un investisseur, bon, bah, quand vous avez sécurisé du locatif, ou en tout cas des intentions de production sur une période longue, vous avez plus de visibilité. Alors sur le retour sur investissement sur le résidentiel, tu as complètement raison, et en fait on voit bien que c'est un développement non organisé, qui est plutôt fait par défaut, où on a des rendements assez faibles. Parfois, ça flirte avec les 1%. Allez, quand c'est un bon rendement, on va dire que c'est du 3 à 4%, ce qui est quand même relativement faible par rapport à la prise de risque. Alors que sur l'industriel, et là tu as complètement raison, on est sur des rendements de 7,5, parfois 8, parfois 8,5, il y en a certains même au-dessus. Donc vraiment, clairement, l'investissement industriel reste très très porteur, et notamment grâce à cette vision 2030. Et j'allais aussi y venir sur tous les projets d'infrastructure qui aujourd'hui permettent ce développement. Exact, parce que ce qui va attirer les investisseurs, c'est un cadre politique stable tel que l'on l'a aujourd'hui, une perspective de développement économique, une ouverture sur l'Afrique en tant que hub, et puis tous les travaux d'infrastructure dont tu parles, c'est-à-dire l'aérien, le portuaire, l'aéroportuaire, donc tout ça, les lignes de mobilité, les infrastructures, donc tout ça, les débits aussi en termes d'internet et de logistique communication. Donc là, on a tout un écosystème qui est intéressant. Alors sur le résidentiel, tu as raison que les rendements sont très faibles, et aussi parce que gérer du locatif résidentiel du particulier, c'est pas facile. Hein, globalement, vous avez des vacances, des délais de vacances, etc. Alors que sur un temps long, que ce soit bureau ou logistique ou industrie, vous avez sécurisé un contrat sur une durée ferme longue, donc forcément votre rendement est plus intéressant. Si on clôture cette question, je pense qu'on peut dire qu'on a quand même un environnement plutôt favorable à l'investissement, quels que soient les actifs. On n'a pas parlé de l'hôtellerie, mais c'est un secteur aussi intéressant, la santé, l'éducation aussi, mais qui demande peut-être à améliorer peut-être sur des sujets d'intrants et de sortants. Je pense notamment à la relation à l'office d'échange, parce qu'aujourd'hui, les outils sont plutôt bien élaborés. Dans la mise en application, c'est un peu plus compliqué. Et pareil pour la loi. La loi est plutôt pas mal faite, elle l'encadre, même si elle doit être améliorée, je suis d'accord avec toi. Maintenant, c'est la mise en application parfois qui pêche un peu, et c'est là où on a besoin d'amélioration. Alors, pour compléter, puisque tu as ouvert une porte sur l'investissement touristique, ça c'est très intéressant ce que tu vas dire, parce que ce que tu viens de dire, effectivement, on a un développement exponentiel du tourisme au Maroc, et au niveau hôtelier, je crois qu'il y a 70 ou 75 hôtels normés en construction, c'est énorme. Et alors, même si c'est pas des investisseurs étrangers qui directement investissent dans les murs, le fait qu'ils s'intéressent au Maroc et permettent des contrats de location ou des contrats de gestion, ça stimule les investisseurs, que ce soit institutionnels ou personnes morales marocaines, pour construire et développer des unités hôtelières, d'autant plus que l'État, quand même, il faut le souligner, a fait des efforts considérables pour subventionner la rénovation, et puis en termes de contribution pour les hôtels nouveaux, là, on a jusqu'à 30% selon les zones, c'est quand même un boost au niveau de l'hôtellerie marocaine. On passe à la deuxième question, je J'y pense. vais. Alors,
William, d'ici 2030, qu'est-ce qui peut transformer l'immobilier marocain en véritable marché d'investissement de long terme? Bah, je pense qu'on a déjà, dans la question d'avant, abordé quelques thèmes. Je pense que tous les projets d'infrastructure sur lesquels euh, l'État marocain a déjà non seulement réfléchi, mais aussi budgété et trouvé aussi les financements qui sont en cours de réalisation. Et je pense, moi, notamment à la ligne à grande vitesse, qui n'est pas une fin en soi, mais tu te rappelles quand ça a été mis sur la table, tout le monde a crié Ouais. quasiment, je Mmh. vais pas dire au scandale, mais c'était pas le pas projet. gagné. Il n'y a pas autre chose à faire. Bah, aujourd'hui, force est de Avec du recul, ouais, c'est je veux structurant. dire, force est de constater que tout le monde prend le TGV, qu'en 2 heures, tu es à Tanger. Moi, je prends plus ma voiture pour aller à Tanger et j'y vais 1 à 2 fois par mois. Alors, c'est peut-être un peu dommage pour l'hôtelier chez qui je dormais, parce qu'effectivement, je fais l'aller-retour dans la journée, mais la réalité, c'est que, Ouais. les hôteliers s'en plaignent pas, que ça a dynamisé les relations entre Tanger et Casablanca, que aujourd'hui, même pour le tourisme, ça ne fait que améliorer les conditions je dirais, de remplissement des hôtels. Donc ça c'est un exemple. Maintenant, dans ces projets d'infrastructure, je pense que oui, on n'a pas fini. La vision 2030 est claire. Aujourd'hui, si on veut faire en sorte que les investissements viennent au Maroc, il y a d'autres projets d'infrastructure qu'il faut améliorer. Je pense à la santé. Ça, c'est un sujet majeur, mais bon, il y a quand même, je pense notamment à Rabat, il y a eu l'arrivée de 2 grands hôpitaux. Je pense qu'il va en falloir d'autres, évidemment. Il y a aussi des sujets d'éducation. On voit bien que on manque d'écoles. Il faut plus d'écoles. Alors, bon, voilà, c'est pas parfait, mais on est réellement dans une dynamique d'amélioration. Et puis, tu l'as dit tout à l'heure, le cadre législatif, même s'il n'est pas parfait, il fonctionne. Mmh. Donc, je sais pas si toi, tu veux dire quelque chose sur le sujet, Bah, mais pour revenir à ce que tu disais sur, la santé et l'éducation, il faut saluer l'ouverture des OPCI à la oui, bien santé sûr, et à bien l'éducation. Ça sûr. va booster sûrement le secteur et pourquoi pas, au locatif Il faut même résidentiel. saluer la création des OPCI. Ouais, ouais. Personne n'y croyait aux Ouais, OPCI. aujourd'hui, c'est 70 milliards, Voilà. hein. Alors c'est un cadre favorable effectivement, alors 2030, moi je trouve que c'est un horizon plutôt court, hein, donc qu'est-ce qui peut transformer l'immobilier marocain en véritable marché d'investissement de long terme? Bon, d'ici 2030, ce qu'on peut faire, c'est stabiliser un petit peu les lois fiscales, heu, peut-être clarifier certaines dispositions réglementaires, notamment par rapport à Airbnb, qui est un vecteur, important, de développement, notamment du résidentiel. Et puis, bon, donc cette nouvelle sur les OPCI élargis à la santé et l'éducation, c'est un plus. Alors, peut-être qu'on peut aussi, au niveau de l'accès au financement et au niveau des taux, aujourd'hui, selon la typologie des produits, avoir un effort ou une contribution, que ce soit étatique ou un boost pour permettre à certains produits de se développer. Mais Il y avait déjà eu ça, rappelle-toi, avec les forfaits, notamment sur les droits ouais. de mutation. Oui, oui, c'est ça, parce que bon, on a des coûts. Alors, la libération, pardon, du Mhm. foncier utile aux abords des grandes villes, on a quand même là un sujet qui est important parce que on a des villes qui se développent rapidement, on a des axes routiers, des aéroports, des gares, donc tout cet écosystème doit être relié entre eux. Et puis, alors, on doit avoir des zones d'habitat, des zones de bureaux, et on voit qu'il y a une pression foncière aujourd'hui sur les grandes villes, avec un foncier qui est cher, une inflation sur les coûts de construction, donc peut-être que pour donner un coup de boost sur ce marché de l'immobilier marocain, il faut aussi libérer du foncier, un peu à l'image de ce qu'on a fait, hein, sur Tu l'Oda parles de et Zenata, tu la parles de... Zenata. C'est extraordinaire. On a là 2 villes nouvelles qui sont quand même très, très bien réussies, qui ont été marketées, qui ont été pensées, qui allient du commerce, du retail, de l'hôtellerie, du bureau. Et donc il y a une mixité qui est intéressante. Il y a un cadre de travail, on en parlera peut-être enfin, C'est intéressant ce moderne. que tu dis sur Zenata et tu cites le mot, enfin en tout cas le mot de ville nouvelle. Alors moi je mesurerais, en tout cas je tempérerais l'idée de ville nouvelle parce que Mmh. ville nouvelle on a vécu l'expérience avec Tamansourt et Tamesna.
Ville Nouvelle, c'était surtout des projets immobiliers, résultat, aucune approche transverse et surtout pas d'approche urbaine. C'est ce qui a plombé de toute façon ces zones. Aujourd'hui, si tu es propriétaire d'un appartement à Tamesna, t'es pas spécialement heureux. Je pense qu'ils n'ont pas refait l'erreur et que ça soit l'éco-cité de Zenata ou que ça soit l'Oda, Casa Anfa, il y a eu une approche urbanistique bien avant, bien antérieure à l'approche stricto sensu immobilière. Et c'est probablement ça qui fait aujourd'hui la réussite de ces deux, parce que je sais que tu travailles sur les deux zones, et je pense que tu diras que finalement, aujourd'hui, tu es plutôt satisfait des projets sur lesquels tu auras pu ou travailler ou collaborer sur ces deux zones. Elles ont été réfléchies, alors parfois avec une logique peut-être de mobilité douce un peu exagérée, mais pour autant, il y a un environnement. Moi, je vais prendre l'exemple de Casa Anfa. Moi, j'ai quand même été étonné pour avoir fait visiter ce projet notamment en février 2024 à une cohorte de 150 professionnels de l'immobilier français. Quand ils ont vu que le tramway était en fonction alors que il y avait encore des immeubles en construction, ils étaient étonnés de voir que dans une zone où il y avait un chantier, le tramway fonctionnait déjà. Donc on a été capable de mettre en place les infrastructures avant même de voir sortir les immeubles. Il y a beaucoup d'endroits en France où on parle de zone d'aménagement. Le tramway, tu l'attends avant qu'il y ait de la population qui habite, quoi. Donc c'est un effort quand même qui est fait de la part du contributeur étatique qui est quand même pas négligeable, quoi. Et puis l'aménageur a beaucoup réfléchi. C'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges, que ce soit sur Zenata ou sur l'Oda, qui est assez strict. Donc on le voit au niveau de la qualité architecturale, mais aussi au niveau des composantes liées au cahier des charges énergétiques, acoustiques, thermiques. Donc on le voit même au niveau de la verdure, des espaces, de la fluidité. Le parc notamment sur Casa Anfa. Donc bon, je dirais que l'histoire de Tamasna et Tamansour, effectivement, c'est des brouillons à une époque où peut-être on avait pêché sur certains aspects. Mais force est de constater qu'on a là deux modèles qui sont intéressants et qui permettent de désengorger un petit peu Casablanca et le trafic, notamment que ce soit Zenata. Et là, on a deux exemples de réussite qui sont salués quand même, parce que là, on a des projets bien pensés, marketés, au niveau écologique, au niveau de la mobilité, au niveau architectural, avec des cahiers des charges, comme je l'ai dit, qui sont stricts. Donc là, on a vraiment quelque chose qui me semble intéressant. On passe à la suivante. Alors. Hop. Désolé. Hein. Oui, l'âge. Anna Shibani. Pour un entrepreneur, quel niveau de rendement et de risque peuvent aujourd'hui justifier un investissement immobilier? Alors, tu veux que je répète ou non, c'est bon. Alors vas-y, répète. Voilà. Effectivement. Parce que l'âge, Shibani aussi. J'ai bien compris. Pour un entrepreneur, quel niveau de rendement et de risque peuvent aujourd'hui justifier un investissement immobilier? C'est toujours, il y a où, dans quel endroit, quelle typologie de produit, et puis quelles sont les attentes. Tous les investisseurs n'ont pas les mêmes attentes en termes de rendement, et puis toutes les typologies de produits n'ont pas le même degré de risque. Je prends un exemple. Sur le résidentiel locatif, on a un peu plus de risque qui est lié aux impayés, à la vacance, aux frais de gestion, et puis c'est des biens qui peuvent s'altérer par l'usage. Donc là, on est sur du 3-4% maximum, je pense. Oui, grand maximum. Et sachant qu'effectivement, on a un coût et une difficulté d'accès au foncier en tant que particulier qui est différente. Donc on a un coût de foncier, un coût de crédit qui peut être aussi, et un coût de fiscalité qui peuvent être rédhibitoires. Alors par rapport à la logistique, par exemple, et l'industrie, là, on est sur, comme tu disais, 8, 9, 10, parce qu'on est sur du temps long, on est en face avec des acquéreurs ou des locataires, ou des clients qui ont des structures solides de financement, de paiement, donc on est plus à l'aise. Et comme par ailleurs, ce sont des activités industrielles ou logistiques, ces opérateurs, de par leurs activités, de leur cœur de métier, ils génèrent de la marge. Donc, si vous voulez payer un petit peu plus ou un peu moins une unité logistique ou industrielle à la location, c'est pas ça qui fait la différence. Ils veulent des biens bien conçus, sur des axes majeurs, selon des cahiers des charges stricts, donc ils sont capables de payer un peu plus. Et là, on a une logique de rentabilité un peu plus longue. Sur le bureau aussi, je crois qu'aujourd'hui, tu l'as vu sur l'Oda, on a des acteurs internationaux, multinationaux, qui veulent des bureaux un peu green,
sur le modèle du BRIM ou l'HQE, donc ils veulent des cadres de travail, des espaces qui soient bien aménagés, bien pensés. Donc à ce moment-là, ils sont prêts à payer un petit peu plus. Et puis ils restent sur le temps long, hein. Quand une entreprise, elle s'installe dans un bureau où elle y transfère son siège social, en général, c'est pour 7, 8, 9 ans. Donc là aussi, on a une rentabilité qui est un petit peu plus grande. Parce que comme tu le sais, on a une réévaluation aussi des loyers. Tous les 3 ans. Tous les 3 ans. Et puis, quand on a conçu des espaces sympas, les gens restent et puis ils négocient pas les 10 ou 100 ou 50 dirhams de différence. Alors moi, je souscris complètement et puis tu parlais tout à l'heure de toutes les normes ESG, notamment le green. Mmh. Et moi, j'ai envie de dire aussi aux propriétaires qui ont des actifs qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, que leurs actifs sont pas morts, que on voit effectivement sur ce type d'immobilier. Je pense à un quartier comme la Colline notamment, un immobilier de bureau qui s'est légèrement paupérisé. Pourquoi? Parce que finalement, certains propriétaires n'ont pas réussi à comprendre quelle était leur époque. Et qu'aujourd'hui, et tu parlais tout à l'heure de multinationales, mais il n'y a pas que, même les entreprises nationales sont impactées par la taxonomie européenne. Mmh. Et d'ailleurs, dans la nouvelle loi de Ouais. finances, il y a l'approche justement bas carbone. Et ça, c'est important d'entendre que ces propriétaires comprennent que s'ils n'opèrent pas pour leurs actifs immobiliers qui ont, on va dire, une vingtaine d'années, des démarches de rénovation énergétique, de transition énergétique, et parfois c'est juste du bon sens, c'est-à-dire en gros être capable d'appréhender que il faut mettre la main sur les dépenses quotidiennes d'un immeuble. Alors évidemment, on le sait tous, la climatisation, c'est un gouffre, et c'est énergivore, mais pas que. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des ventilations à mettre en tout cas, il y a des travaux liés à la transition énergétique qui sont pas des travaux démesurés en termes de coûts, mais c'est plutôt le génie qu'on pourrait y mettre. Et moi, je pense à des personnes qui sont sur des sujets LEED, BREEAM, HQE, et même parfois des sujets qui sont à l'intérieur des bureaux, Osmose, WELL. Quand la tête bien faite, au Maroc, on a tous les référents. C'est pas la peine d'aller à l'étranger. On a aujourd'hui des acteurs capables d'accompagner ces personnes pour un immobilier qui se verdit, qui devient moins consommateur, moins énergivore, où on va pouvoir avoir la main sur les charges. Et ça aussi, ça permet de donner de la valeur aux biens immobiliers, parce qu'on parle là finalement de nouveaux investisseurs, mais il y a aussi ceux qui ont investi il y a une vingtaine d'années, et à qui on doit dire vos actifs peuvent gagner en valeur si vous comprenez votre époque. Alors, tu parlais de Sidi Maalouf, c'est vrai que Sidi Maalouf, j'ai eu l'impression que ça s'est développé au coup par coup, quoi. Donc on n'a pas eu une vision globale, il n'y a pas eu de cahier des charges. Au niveau peut-être des voies de circulation ou des zones de parking, ça s'est fait au fur et à mesure. Alors que, comme on en parlait tout à l'heure, sur l'Oda, il y a une vision avec des parkings souterrains, avec du tramway. Et alors, sur avec l'obligation d'utiliser les parkings à usage de stationnement pour les voitures. Exactement. Ce qui n'est pas le cas à la Colline. Ouais. Et sur, justement, ce dont tu parlais, sur les anciennes zones de bureaux, et on le voit, hein, les services, les zones de circulation, mais pas simplement à l'extérieur, hein, dans les bureaux, la manière dont ils sont conçus, effectivement, ça a mal vieilli. Et on voit qu'aujourd'hui, les multinationales sont plus soucieuses, hein, de par leurs règles de compliance et leurs règles éthiques internes, écologie durable, elles sont plus soucieuses aussi du cadre de vie du personnel, qui s'épanouit plus au travail quand il y a des services connexes, quand il y a des espaces lumineux, quand il y a de la gestion acoustique, thermique. Mais tu as raison, il y a des sujets qui sont liés, qui sont des sujets RH, mais il y a aussi des impacts directs, des impacts économiques. C'est que si leur bilan carbone n'est pas bon, ça leur coûte des sous. Ouais, c'est ça. Ça leur coûte des sous. Donc elles préfèrent, et tu l'as dit tout à l'heure, avoir un loyer peut-être un peu supérieur, mais ça leur fait gagner des sous. Exactement. Elles sont pas punies parce que justement, elles ne rentrent pas dans une logique dégradante vis-à-vis du comportement de l'ensemble de la communauté, notamment ils rentrent dans une logique de bas carbone, d'un immobilier plus propre.
Et à ce moment-là, bah, évidemment, leur bilan s'améliore. Donc, elles font, tu sais, elles font la balance entre ce que ça pourrait leur coûter en loyer supplémentaire et ce que ça leur coûterait en pénalité si elles n'étaient pas propres. Et là, on retrouve, pour revenir à la question précédente, des opportunités pour les investisseurs et l'immobilier. Absolument. Parce qu'à partir du moment où ces multinationales sont plutôt utilisatrices et locatrices, bah là, il y a des gisements d'investissement pour les promoteurs ou les institutionnels qui peuvent offrir de tels bureaux. Et pour les investisseurs, il y a aussi un gisement de valeur. C'est l'idée de venir sur des bâtiments déjà existants en rénovation. Ouais. Pourquoi ? Bah parce que quand c'est en rénovation, on va pas recouler du béton. Donc déjà, on a un impact positif dans le fait d'aborder son investissement. Alors je sais que la rénovation n'est pas le fer de lance aujourd'hui dans la proposition d'immobilier de bureau, mais je suis intimement persuadé, et là tu disais que c'est court 2030, tu as complètement raison, parce que ça c'est une vision plutôt à 20 ou 30 ans, mais si on allait sur une vision 2050, je pense que aucune ville au Maroc ne va échapper à la rénovation de ses centres, à la rénovation de cet immobilier dont on dit aujourd'hui qu'il est plus en phase, en adéquation avec la demande, et la réhabilitation de ces anciens immeubles avec la prise en compte d'une transition énergétique, elle est indispensable. Si on veut avoir, nous, un faible effet sur les émissions de carbone, c'est à mon avis la façon la plus simple de le faire. Et d'ailleurs, on le voit dans tous les pays du monde, sauf que ça a un coût qui est non marginal. C'est un coût qui est non marginal. Alors, je voulais te poser une question, puisqu'on y est. Est-ce que la verticalité permet aussi de diminuer le coût carbone et d'améliorer aussi parce qu'on a eu longtemps au Maroc des villes qui étaient un peu horizontales. Oui. Et là, aujourd'hui, on touche le fond. C'est-à-dire que on peut plus suivre ce modèle-là. On est obligé de rajouter de la verticalité. Bon, ça a été le cas sur l'Oda, ça a été le cas sur Znata ou d'autres zones. Est-ce que là aussi, ça peut permettre de libérer des espaces verts en bas et puis au niveau du coût carbone, de répondre aux exigences dont tu parlais? Je suis complètement d'accord sur la verticalité. Effectivement, ça peut être une réponse. Pour autant, dans des villes telles que les nôtres, Casablanca, Rabat, qui à l'origine n'ont pas été construites, en tout cas les plans d'aménagement n'étaient pas faits pour recevoir, il faut juste dire aux gens que la verticalité, c'est à la place d'une villa, c'est-à-dire en gros à la place d'une famille de 4 à 6 à 7 personnes, on va se retrouver avec un immeuble avec 20 appartements, et si on fait 4 personnes par famille par 20 appartements, ça fait tout de suite 80 personnes, on va se retrouver sur la même parcelle de terrain, avec non seulement 20 appartements, mais ça veut dire 2 voitures dans la famille, ça veut dire 40 voitures au lieu de 2 ou 3. Donc il faut dire aussi que nos villes, telles qu'elles ont été urbanistiquement développées, les plans d'aménagement n'ont pas été faits pour recevoir la quantité de personnes qu'on pourrait retrouver dans des immeubles, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on regarde les boulevards de Casablanca, je pense au boulevard d'Anfa, à certains boulevards qui ont été réaménagés parce que on doit répondre à des contraintes. Alors c'est même pas que de la circulation des voitures, c'est aussi les eaux usées, c'est l'adduction d'eau, c'est l'apport en énergie. On fait quand même face, quand on fait face à la verticalité, à des quantités qui sont pas les mêmes que quand on est dans une zone villa. Donc Casa Anfa, pas de problème dès l'instant que c'est anticipé et que on apporte l'énergie suffisante, les colonnes suffisantes pour recevoir les eaux usées, qu'on a les parkings et les circulations suffisantes pour qu'il y ait de la fluidité. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais sur Casa Anfa, ils ont revu les flux de circulation. Oui, parce que c'est le succès du zoning là-bas. Ouais, c'est vrai que c'était. Alors, je crois qu'ils ont effectivement décidé d'élargir et de créer des voies supplémentaires. Bien sûr. Et c'est intelligent à un moment donné de se dire on a pensé un modèle de circulation. Aujourd'hui, on est victime de notre succès, donc on réévalue. Donc on améliore. C'est bien. On améliore. Et c'est possible. Donc en fait, ça veut dire qu'ils avaient anticipé le fait que ça pouvait être engorgé à un moment donné. Donc moi, je pense qu'on apprend de nos erreurs et que pour le coup, Casa Anfa, c'est un bon exemple de l'apprentissage de nos erreurs. Donc on peut faire que mieux, quoi. Allez, question suivante, Monsieur Mfaddel. Très bien, Monsieur William. Alors, en 2030, à quels indicateurs reconnaîtra-t-on concrètement que le marché immobilier marocain a changé de dimension? Tu as vu la logique 2030, elle est partout. Oui. Et 2030, c'est dans 4 ans. Ceci dit, un peu moins, je pense même. Ceci dit, c'est pas faux. Ouais. Elle est partout parce que c'est une vraie logique. Au-delà de la Coupe du Monde, à laquelle on adhère tous, cette logique 2030, elle fixe un cap.
Enfin, Elle nous oblige, en fait. Bah, absolument. Dire, si je te disais que je t'emmène sur la vision 2100, tous les deux, on a plus de 50 ans passés, donc tu vois, 2100, ça va être un petit peu juste pour nous. Mais en réalité, si on veut emmener, je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'objectifs. Il y a celui qui est à court terme, parce que c'est une réalité, parce que la Coupe du Monde, elle est là, donc tu l'as dit, dans 4-5 ans. Donc il va bien falloir que les gens, on les accueille. Et puis après, il y a peut-être un cap qui est un petit peu plus long et qui permet de fixer des grandes lignes. Et ça a déjà été fait. Moi, si je peux revenir, tu vois, sur ce que j'ai vécu au Maroc quand je suis arrivé au début des années 2000, tu vois, il me reste encore en tête les noms de Plan Émergence, Plan Azur. Est-ce que en 2010, on a réussi à avoir 10 millions de touristes? Non, mais on s'est quand même fixé un cap. Est-ce qu'en 2020, on a réussi à avoir 20 millions de touristes? Non, mais on s'est quand même fixé un cap. Aujourd'hui, on est en 2026, on les a, les 20 millions de touristes. Donc 30 millions en 2030. Et alors, même si on les a pas, mais au moins on a un cap, et je suis certain qu'on va les avoir. Tu me fais penser aux joueurs de foot qui, en début de saison, se fixe l'objectif de marquer 30 buts. Ben oui. Et finalement, s'il en marque 20, c'est très bien déjà. Mais psychologiquement, c'est fixé un objectif et on fait en sorte de mettre en place les étapes nécessaires. Et puis, si on ne l'atteint pas, c'est pas grave. Faut se donner si on les moyens. atteint 30, 40, 50% des objectifs qu'on s'est fixés, c'est déjà Redouane, super. Mieux vaut viser l'excellence et la louper que viser la médiocrité et l'atteindre. Je pense que ça, c'est assez simple à comprendre. C'était CIR 2030, podcast de la CFCIM. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur nos plateformes Spotify, SoundCloud, Deezer et YouTube. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode.